Bonsoir à tous. Merci d'avoir affronté la pluie parce qu'en fait on fait du numérique et tout ça, mais quand même dans un lieu réel qui est un musée. C'était quand même l'idée de toute cette opération avec Agoria, c'était de pouvoir à la fois euh, montrer des techniques, des réalisations actuelles, mais dans le cadre d'un musée du 19e. Ça ne vous a pas échappé, nous sommes dans une gare de chemin de fer. Le musée d'Orsay traite d'une période de grande inventivité, non seulement artistique bien sûr, mais aussi technique, scientifique, politique, tout ce qu'on veut. Et il me semble que c'est important de pouvoir rester dans cette actualité pour montrer aussi que les artistes de la fin du 19e siècle étaient parfaitement dans leur temps, et des créateurs, des innovateurs, avec des succès, des échecs, etc. Donc je suis très heureux que Agoria ait accepté notre invitation pour ce que vous avez peut-être vu déjà dans les salles. Sinon, n'hésitez pas, le musée est ouvert en nocturne, donc à l'issue de la conférence, n'hésitez pas à aller voir les deux installations, et puis peut-être d'ailleurs que, je l'espère même, que la conversation de cette fin d'après-midi permettra de les regarder un peu autrement, ces créations. Donc, ils doivent être derrière le rideau, mais j'espère qu'ils vont arriver. Je meuble. Ils existent, je les ai vus. Voilà. Ah, bah voilà, avec Fabrice Bousteau en tête. Merci beaucoup d'être tous là. Bonsoir. Donc je m'appelle, comme le président l'a dit, Fabrice Bousteau. Je suis le rédacteur en chef de Beaux-Arts Magazine et j'ai l'honneur d'animer ce débat qui sera suivi, j'espère, de nombreuses questions de votre part. Honneur aux femmes plutôt qu'à l'artiste, d'abord. À ma gauche, Virginie Donzo, qui a un double chapeau, j'irais dire, qui est administratrice générale adjointe du musée d'Orsay et de l'Orangerie, et qui est également co-commissaire de cet événement. Événement qui s'intitule le Code d'Orsay. On est un peu quasiment dans le polar et le secret, déjà avec un titre pareil, et qui consiste en deux œuvres que vous avez vues ou pas, mais dont on va parler beaucoup. Cet ensemble de projets est à l'origine de Sébastien Deveau, dit Agoria, que je connais depuis longtemps, notamment pour avoir écouté et dansé sur sa musique, puisqu'il est connu mondialement comme l'un des plus grands DJ français et de la scène mondiale. C'est aussi un compositeur de musique de film, puisqu'il a composé Go Fast, la musique du film de Luc Besson. Et c'est aussi un artiste digital, obsédé par l'art digital, par les NFT, et passionné par le Web 3 et le métaverse. Voilà. À ma gauche, Jean-Baptiste Boulet, qui est directeur de recherche au CNRS, qui dirige aussi le laboratoire, et il nous en parlera davantage, de structure et instabilité des génomes au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Et vous allez voir, ce qui est absolument passionnant dans cette rencontre, c'est qu'il y a une rencontre qui est assez rare entre la science et l'art, et sans qu'elle soit dans les apparences, elle est en réel, et c'est une caractéristique aussi de Jean-Baptiste Boulet, c'est que depuis plusieurs années, depuis 2012, il mène des recherches pluridisciplinaires et qui sont souvent à l'intersection de l'art et de la science, avec des collaborations notamment depuis 2005 avec la Tête Moderne, à Berlin, à la Glaston Gallery à New York, donc un champ aussi de collaboration multiple. À sa gauche, excusez-moi, je vais me perdre, Nicolas. Oui, ma présentation de Nicolas, vous voyez, donc ça y est, j'ai perdu. Ah, voilà. Nicolas Desprats, avec qui j'ai pas mal parlé pour préparer cet entretien de choses complexes.
je suis un tout petit peu plus intelligent et peut-être capable de vous expliquer certaines choses, mais je pense qu'il va falloir qu'il nous fasse un véritable cours, qui est docteur en physique de l'Université de Paris-Cité, qui effectue ses recherches au laboratoire de physique de l'École des sciences supérieures de Paris. Et sa particularité, comme souvent des chercheurs, c'est un point, c'est qu'il tente de comprendre en quoi les lois physiques contraignent et organisent les micro-organismes de l'échelle de la cellule à celle de la population. En gros, c'est quel est le rapport entre la population et les cellules pour faire rapide. Ce projet, il y a 3 absents aujourd'hui. Il était réalisé, on en parlera après, aussi avec Manuel Théry, qui est un chercheur au CEA, avec Julien Mosic-Anansi et j'oublie Jean Lescure sur l'une des œuvres auxquelles on reviendra. Je vais commencer tout de suite dans le vif du sujet par une question à Virginie, qui est la co-commissaire de l'exposition. Une question un peu provocatrice, parce que c'est vrai qu'après avoir discuté notamment avec Nicolas et Sébastien, j'étais un peu perturbé. Et je me suis dit, par quelle folie vous vous êtes mis, vous et le musée d'Orsay, à vous intéresser à l'art génératif biologique. Ça va encore. On arrive à le comprendre. Mais aussi, on y viendra, excusez-moi, je suis obligé de lire mes notes, au Saccharomyces cerevisiae. Qu'est-ce que c'est que le Saccharomyces cerevisiae? J'ai compris au bout d'un moment donné, c'est de la levure, et notamment la levure de bière. Donc je me suis demandé si, d'une certaine manière, après que le Orsay ait été une gare, un hôtel et maintenant un musée, si le souhait caché, en définitive, de Christophe Leribaud, le président du musée d'Orsay, et de vous-même, c'était pas, somme toute, de transformer le musée d'Orsay en distillerie de bière. Qu'est-ce que ce projet un peu fou et comment il est né? Quelle est l'origine de ce projet? Merci. Alors, transformer le musée en distillerie, je sais qu'il y aurait des amateurs pour goûter notre bière, elle serait sûrement très bon, mais ce n'était pas le projet quand même initial. Le projet, c'était de rester un musée et de faire attention à garder ces organismes vivants dans l'art digital et pas sur nos tableaux, pour leur bonne conservation. Non, ce projet, il est né par la curiosité de Christophe Leribaud et de l'équipe de se pencher sur cet univers artistique du Web3 qui est très florissant. Ça fait 2 ans qu'on travaille, qu'on rencontre beaucoup de personnes. 2 ans, on a rencontré Agoria il y a 1 an et demi environ. 2 ans, je vous interromps, où oui. en fait Christophe Leribaud souhaitait qu'il y ait une connexion du musée avec justement l'univers du Web3, et vous avez cherché quels artistes proposaient en fait des œuvres qui étaient intéressantes par rapport à l'identité d'Orsay. C'est ça. Christophe nous a demandé de creuser, de comprendre. Il était curieux de cet art, du Web3. Il nous a demandé de regarder s'il y avait de l'intérêt dans cet univers artistique, s'il y avait un intérêt pour le musée. Et si un lien était possible. Donc c'est ça qu'on a fait, on a rencontré beaucoup de personnes. Nous, très vite, il nous a semblé qu'il y avait un lien très fort entre le musée, cet univers du Web3. Le musée, il présente l'histoire de la naissance de la modernité. Ce sont nos collections qui sont contemporaines de cette époque, du deuxième partie du 19e siècle. Et il nous semblait que cet univers artistique du Web3, c'est la modernité d'aujourd'hui. Donc du coup, le dialogue se faisait très simplement, très intuitivement. Et par ailleurs, les questionnements sociaux de la fin du 19e font écho à ceux qui existent aujourd'hui dans notre société. Agoria a pour habitude de travailler avec des scientifiques, ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il travaille sur de l'art génératif. Cette question de la place de la science à la fin du 19e est essentielle, du rapport entre l'art et la science aussi. Donc il y avait énormément de points communs, et c'est ce qui nous a amené à travailler et à proposer à Agoria de venir s'installer au musée, de porter son regard sur le musée et de créer des œuvres qui sont en écho à nos collections. Ça, c'était quelque chose de très important pour nous. Toutes les manifestations d'art contemporain que nous avons dans le musée résonnent avec les collections du musée. Il résonne, c'est-à-dire que c'est toujours un dialogue. Voilà. Alors, Sébastien, donc Agoria, comment ça s'est passé? Virginie vous a appelé.
et comment vous avez commencé à élaborer donc ce Code d'Orsay qui est composé de 2 œuvres très différentes, on va y venir. Est-ce que vous avez été déstabilisé, que le musée d'Orsay vienne nous voir plutôt que le Palais de Tokyo ou le Centre Pompidou, et comment cette réflexion s'est exercée? Vous avez passé du temps, vous avez été visiter les collections. Bonjour à tous d'abord, merci d'être avec nous et d'être venus. Ça a été 1 an et demi à la fois très enrichissant et beaucoup de questionnements. Parce qu'en fait, je pense que, en effet, l'art génératif et tout ce qui est Web3 aurait plus sa place quelque part dans un musée d'art contemporain ou au Palais de Tokyo, comme tu en parlais. Mais quand Pierre-Emmanuel Le Serre m'a appelé la première fois, j'ai senti qu'en fait, il avait très envie de voir un regard qui soit substantiel sur les collections du musée. Et en tant qu'artiste, en fait, c'était assez intéressant de se projeter, de passer beaucoup de temps dans le musée, de visiter avec les conservateurs que sont Paul Perrin, Iseult aussi, qui m'a beaucoup parlé de l'œuvre de Gustave Courbet. Et je me suis retrouvé face à tout ce qui, moi, me plaît le plus, c'est ce qui est imprédictible. Et ce côté imprédictible, en fait, je le voyais dans toutes les œuvres qui étaient présentes dans le musée. Quand en fait, on m'explique la genèse de la plupart de ces œuvres, je me suis vraiment retrouvé comme un enfant, en fait. Et le fait de pouvoir se projeter et de se dire quelle pourrait être ma vision qui fasse honneur, en fait, c'est un hommage aussi. Le Code d'Orsay, c'est forcément un hommage au musée et à ses auteurs. Et de le faire de façon plutôt humble, enfin, autant qu'un artiste puisse le faire, évidemment. Hein, mais l'idée, donc, était pour moi de présenter à la fois 2 œuvres qui soient ancrées dans le vivant et dans le digital. Ces 2 œuvres, en fait, s'opposent et en même temps se réconcilient. C'est-à-dire qu'on a un film sur le vivant qu'on a fait ensemble avec Jean-Baptiste et Nicolas ici présents et nos 2 acolytes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Ce film-là, en fait, on montre le vivant sur un écran. Et c'est un musée où forcément mettre un écran dans un musée comme celui-ci, ça pose beaucoup de questions en fait. On est dans un musée où je vous apprends rien, où les œuvres sont dites statiques, même si évidemment il y a beaucoup de mouvements dans chacune de ces œuvres, mais il n'y a aucun écran. Donc pour moi, la seule raison qui justifiait de mettre un écran, c'était de parler du vivant. Et l'autre œuvre que j'ai fait avec Johan Lescure, c'est l'inverse en fait. C'est plutôt ce qui moi m'habite généralement, c'est-à-dire l'art dit numérique. Et cet art numérique en fait, je me voyais irrespectueux de le montrer sur des écrans. L'art digital est montré de façon très frontale en général sur beaucoup d'écrans. Et là, l'idée, c'était d'arriver à montrer de l'art digital de façon la plus vivante possible. Donc on est passé par la lumière, on est passé par le souffle, pour ensuite arriver à... Moi, j'appelle cette œuvre qui s'appelle Sigma Lumina, c'est quelque part, c'est un portail temporel qui nous amène, en fait, qui nous ramène vers les esprits d'Orsay. Et au moment où vous allez souffler, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà eu l'occasion d'y aller, on pourra y aller après dans la nocturne si vous le souhaitez. Vous allez souffler sur votre téléphone, par le bas. Et normalement, la magie s'opère et vous avez une œuvre d'Orsay, un petit bout, une parcelle d'une œuvre d'Orsay qui va se révéler à vous. Donc en fait, toute cette gestation, tout ce questionnement, et pour en arriver là, en fait, ça a été beaucoup de discussions avec Christophe, qui je présentais les étapes, parce que forcément, on est quand même... c'est un sanctuaire, et donc il y a aussi des moments qui sont des marqueurs. Et ces moments-là, à chaque fois, ont été plutôt, comment on va dire, très constructifs. Parce que forcément, on peut avoir énormément d'idées, aller dans tous les sens, mais le fait d'avoir une sculpture qui nous ramène comme ça à l'architecture du musée, de souffler pour ramener les auteurs d'Orsay, de travailler en fait avec mes amis ici présents pour régénérer en fait le vivant et d'encoder finalement l'expérience de vie de la période de Courbet dans sa toile, sont des choses qui étaient assez galvanisantes. Alors, je t'interromps pour qu'on puisse bien comprendre à chaque fois de quelle œuvre on parle et comment. Mais avant de parler précisément des œuvres, une autre question, c'est une chance incroyable pour tout individu, d'ailleurs qu'on soit un visiteur ou qu'on soit un artiste, de pouvoir passer autant de temps. À un moment donné, tu m'as dit que tu venais au musée d'Orsay tous les jours. Qu'est-ce qu'on apprend quand on est un individu et un artiste et qu'on fréquente autant les œuvres et un musée comme Orsay, qui est un musée unique au monde par son architecture, par ses collections, par les courants qu'il représente, par son audience. Quelle est ton expérience intime et la sensible de ce musée d'Orsay? Alors, je crois qu'on apprend 3 choses. La première, c'est qu'on est tout petit.
Parce que quand on est dans ce musée, j'ai la chance d'y aller souvent le soir ou quand le musée est fermé, et déjà on est entouré de... Moi j'aime beaucoup les expériences de conscience modifiée, et on est entouré vraiment d'esprit, on n'est pas seul. C'est-à-dire que même si on est là dans ce musée et qu'on se balade, notamment au 5e étage ou dans la nef, on est... D'ailleurs j'adore me balader dans la nef, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience de situation, mais en fait vous avez l'impression qu'il y a un jeu de regard entre les sculptures. Et ces sculptures vous regardent et vous amènent et vous guident en fait l'une à l'autre. Et il y a tout ce travail de conservation, justement, de mise en place qui est juste extraordinaire dans le musée. Donc c'est la première chose que j'ai appris. La deuxième chose que j'ai appris, c'est qu'en fait, chaque œuvre a une histoire, un mystère qui est magique. J'ai été ébahi de découvrir ici en fait la série des cathédrales, je crois que c'est la cathédrale de Rouen, de Monet, en fait, où en fait c'est quasiment une pratique d'art génératif 150 ans avant l'heure, en fait, où en fait il est face à la cathédrale et il peint une quinzaine d'œuvres, je ne sais plus exactement le chiffre là, mais une quinzaine d'œuvres en même temps, selon l'heure et la puissance de son regard sur la lumière et son trait sont juste extraordinaires. De la même façon que quand je vois l'œuvre, je crois que c'est la rue Montorgueil, le nom où c'est Montorgueil, la rue Montorgueil, où en fait il est allé en fait sonner chez l'habitant. C'est quasiment une œuvre quantique. Il s'est extériorisé de la scène qu'il était en train de vivre du 14 juillet. Il est ressorti, sonné chez l'habitant, et lui a demandé s'il pouvait se mettre à la fenêtre pour peindre ce qu'il voyait en fait. Et j'ai trouvé que voilà, il y a beaucoup en fait d'analogies entre les expériences que j'ai eues ici et mes propres ressentis en fait qui m'ont donné envie de quelque part donner un regard sur ces œuvres à nouveau. Alors, on va parler de la première œuvre qui est présentée dans cet événement, j'allais dire cette exposition et cette expérimentation, c'est surtout une expérimentation qui s'appelle le Code d'Orsay. La première œuvre, c'est Lumina qui sous-titré Le souffle, j'ai un trou de mémoire, la restitution d'un souffle, œuvre que tu as réalisée avec Johan Lescure. Johan Lescure. Comment ? Johan Pardon. Johan Lescure. Johan, c'est un artiste qui essaie toujours de mélanger la poésie avec la technologie, qui a collaboré avec de nombreuses institutions, la Fondation Cartier, le Palais de Tokyo, la Gaieté Lyrique, qui collabore avec vous, avec toi depuis 2022 pour créer une collection d'art digital. Lumina, pour ceux qui n'ont pas vu la pièce, si j'essaie de la décrire et après on va y venir, ça ressemble à une sculpture. Là, en l'occurrence, on est dans le physique. Une sculpture qui est très belle, qui est en acier, doré, et qui fait un peu penser une sorte de cadran solaire, en l'absence du soleil, mais avec des lumières qui sont projetées sur ce cadran solaire et qui, lorsque le cadran solaire arrive à la bonne heure, eh bien, projette un QR code au sol. QR code qu'on peut photographier avec son téléphone. Et quand on le photographie avec son téléphone, on a accès à une application et on est invité à souffler dans son téléphone. Et c'est la nature du souffle, l'élan du souffle, la faiblesse ou la force du souffle qui interviennent sur 12 œuvres majeures du musée d'Orsay, allant de Caillebotte à Monet et bien d'autres chefs-d'œuvre, et qui sont comme pris dans une sorte de vortex, le vortex du souffle de la vie, et qui sont déformés, et où en fait on peut, chacun d'entre nous, avoir notre propre vision soufflée d'un chef-d'œuvre d'Orsay qu'on va enregistrer comme un NFT qui va devenir notre propre œuvre. Moi, j'aime beaucoup déjà l'idée de l'appropriation de chaque visiteur qui peut s'approprier un chef-d'œuvre et qui peut également le déformer, l'utiliser lui-même. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de ce projet et voilà. En fait, la genèse première, c'était justement de ne pas utiliser d'écran. La première chose, c'était rédhibitoire pour moi d'utiliser des écrans pour montrer de l'art numérique ici. Donc on est parti de l'idée de créer un QR code, et l'idée c'est de comment accéder à un QR code. Et donc on a démantelé ce QR code qu'on a déstructuré au sein d'une sculpture. Et cette sculpture, en fait, la lumière tourne autour.
Et en tournant autour, en fait, on a un peu des fantômes qui se baladent autour. C'est un peu quasiment nos esprits d'Orsay qui se régénèrent comme autour d'un cadran solaire. Et une fois que la lumière est complètement alignée dans l'œuvre, le QR code apparaît. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on s'est demandé... donc il y avait ce côté quelque part magique déjà de créer un QR code à travers la lumière et la sculpture. Mais on était sur l'idée avec Virginie et Pierre-Emmanuel aussi de parler des 4 éléments. Et donc on était sur l'air, sur le vent. Et on se disait, mais comment est-ce qu'on pourrait intégrer ce 4e élément au sein de cette œuvre? Et on a un peu tergiversé. Et à un moment donné, c'est Johan qui me dit, mais on devrait souffler dans le téléphone. Et j'ai trouvé que c'était une idée assez magique de se dire, soufflons dans le téléphone. Après, je vous passe quand même tous les délires technologiques de faire en sorte que ça fonctionne, parce que dans la salle, je pense qu'on a tous des téléphones différents, et de faire en sorte que ça fonctionne pour le plus grand nombre, parce que vous avez plusieurs micros dans chacun de vos téléphones. Enfin, je ne vais pas faire un cours sur la téléphonie, ce n'est pas mon but, mais il y en a qui ont certains ont un micro, d'autres 5, et en fait, quand justement le vent intervient sur votre téléphone, le micro se bloque. Et comme nous, on voulait souffler dans le téléphone pour interagir, et forcément, ça devenait un peu plus compliqué. Mais l'idée, là, en fait, l'idée au-delà de ça, c'était aussi quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur, c'était, puisqu'on structurait, déstructurait un QR code, c'est que ce qu'on voit ensuite, au moment où on s'ouvre dans le téléphone, retourne vers cette idée de restructuration et de déstructuration. En fait, c'est un réseau neuronal, donc là non plus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un réseau neuronal. Les réseaux neuronaux, en fait, sont un petit peu une sorte de... comme l'intelligence artificielle, en fait, qui est là pour nous aider à comprendre comment fonctionne le cerveau. Pas du tout là pour essayer de nous remplacer, c'est plus pour nous aider à comprendre le fonctionnement des cerveaux. Et les réseaux neuronaux, en fait, sont des layers, comme dans notre cerveau, qui se superposent. Et comme cette sculpture est 5 layers en soi qui font un QR code, de la même façon, ce sont des layers qui vont petit à petit, à travers le souffle, nous aider à retrouver les chefs-d'œuvre du musée d'Orsay. Alors, je vous propose maintenant de passer à l'œuvre la plus complexe, peut-être aussi pour moi la plus passionnante, qui s'intitule donc Saccharomyces cerevisiae sur l'atelier de Courbet. Peut-être qu'on pourrait laisser Jean-Baptiste et Nicolas nous le prononcer correctement. Vas-y, Jean-Baptiste. Saccharomyces cerevisiae. Ah, voilà. C'est beaucoup mieux. Que moi j'appelle la levure de bière, maintenant que j'ai compris. Alors, je voudrais déjà pour tout le monde dire qu'est-ce qu'on voit, en fait, dans cette installation. La première chose qu'on voit, pour le décrire, c'est qu'on voit ce tableau qui est un chef-d'œuvre absolu et qui est, comment dire, un film en soi. Tu parlais de mouvement, l'atelier de Courbet, avec un nombre de personnages absolument incroyable. Et c'est aussi, je trouve, la qualité de ce projet, c'est que on est tous, en tant que visiteurs, et moi aussi en tant que critique d'art, parfois on va avoir une exposition, on passe très vite devant un tableau. Et en fait, l'intérêt, c'est de pouvoir se concentrer, de regarder un tableau, de le revoir et de le regarder dans le détail. Et on voit, la richesse de l'atelier de Courbet. Ça, c'est la première chose qu'on voit. Et la deuxième chose qu'on voit, on voit un petit écran avec un film de 2 minutes en noir et blanc. Ah non, non, c'est les virus qui sont en noir et blanc. Tout est... Ah. On n'a pas modifié le profil des couleurs de... D'accord. Je n'ai pas modifié. Alors, pourquoi c'est ce que j'appelle les virus qui ont l'air d'être en noir et blanc? On va y venir plus tard. Donc, en tout cas, on voit ce tableau qui est en évolution permanente, avec cet écran digital, avec une sorte, de transformation qui dure 2 minutes. Et je vais demander à tous les trois de nous expliquer. On va avoir beaucoup de questions, mais j'essaye de faire un résumé à tout le monde avant que vous quittiez tous la salle, parce que vous ne comprenez pas bien le sujet. Mais si j'ai bien compris, le projet un peu dingue et fou qu'ils ont conçu, c'est d'aller insérer, entre guillemets, des mécanismes, des organismes vivants dans le tableau de Courbet pour voir si ces organismes vivants, comment ils le transformeraient à travers une période de temps déterminée qui est la vie
de Courbet, c'est-à-dire 1819-1877. Et cet artiste et ces scientifiques ont décomposé la vie de Courbet en 5 événements. C'est-à-dire que ces organismes vivants qui sont des levures, on viendra après pour savoir, j'ai posé la question, mais vous pourrez poser la question de savoir pourquoi ils ont pris des levures, donc des champignons, et pas des souris, ils vous répondront tout à l'heure. Mais donc, ils l'ont décomposé, cette période 1819-1877, en 5 grandes périodes historiques où il y a eu des transformations importantes de la société. C'est-à-dire la Seconde Restauration, la monarchie de Juillet, la Seconde République, le Second Empire et la Troisième République. Évidemment, on peut tous le comprendre, dans une période sur à peu près 50 ans ou un siècle, il y a des évolutions politiques, il y a des guerres, il y a des maladies, il y a des virus comme le Covid qui arrivent, et tout ça transforme évidemment nos vies chacun. Et donc, leur idée, si j'ai bien compris, c'est à travers ce tableau de Courbet où on a Napoléon, on a des acteurs importants de l'époque. Évidemment, Napoléon fait des guerres, donc ça transforme également la société. Et donc, leur, entre guillemets, expérimentation, c'est comment, à travers ce tableau qui est physique, des organismes vivants interagiraient avec ce tableau. Je vous laisse peut-être la parole avant qu'on passe à d'autres complexités. Est-ce que vous trois, vous pouvez résumer l'intention de départ ? Est-ce que je l'ai bien résumé ou non ? Je vous laisse la parole, comme je l'ai pris tout à l'heure. Ok, merci. Bonsoir tout le monde. Donc en fait, on va essayer de vous décrire une collaboration entre un artiste et des scientifiques. Et alors ça peut faire rêver, mais c'est quand même pas un exercice qui est complètement facile, parce que si les deux démarches procèdent avec du même esprit, c'est-à-dire on fait des expériences, les objectifs sont très différents. Nous, en tant que scientifiques, on cherche à tendre vers une certaine forme d'objectivité, de vérité. L'artiste, au contraire, lui, il va chercher à atteindre la sensibilité. D'accord ? Et donc, à un moment donné, il faut que les deux se retrouvent. Et finalement, c'était pour ça une aventure qui, moi, je trouve assez fondatrice, parce que je pense qu'on a, même si le résultat esthétique, et on peut en discuter, mais au-delà de ça, je trouve que l'interaction a été particulièrement bien menée, dans le sens où il y a vraiment une curation artistique dans la minute 30 du film, minute 40, et il y a aussi une vraie réalité scientifique sous-jacente. Voilà. Et donc, nous, un jour, en fait, il y a Seb qui nous appelle et qui nous dit ouais, il y a peut-être un petit projet au musée d'Orsay, il faut faire une lecture biologique des œuvres du musée d'Orsay. Alors, bon, nous, on adore les challenges, on a fait OK, super, on prend. Voilà. Et après, nous, il a fallu qu'on inscrive ça aussi dans les questions qu'on menait au laboratoire. Et avec Jean-Baptiste, on travaille sur des questions de mémoire qui, à travers le micro-organisme de la levure du boulanger, qui s'appelle la Saccharomyces cerevisiae. Et donc, on est parti sur ces questions de temps. D'accord ? Et du coup, là, je vais passer la parole à Jean-Baptiste, qui va vous parler un petit peu de Cerevisiae. Ouais, je peux. Alors, bonsoir à tous également. On était tous présentés. Ouais, je vais peut-être partir de ça sur Cerevisiae et puis de faire la connexion avec la rencontre avec Orsay pour justifier la levure et d'une certaine manière pour montrer qu'elle est finalement pertinente pour poser un peu ces questions-là. Je vais commencer juste par une anecdote, parce que quand le sujet a commencé un petit peu, on a eu une visite nocturne avec Paul Perrin, où on s'est promené, et Virginie, on s'est promené dans le musée. Et
À un moment, on s'est arrêté sur le Courbet, qui nous a paru effectivement comme une évidence pour plein de choses. Il venait d'être restauré. Et on avait avec Paul une discussion très intéressante sur la conservation. Qu'est-ce qu'est la conservation finalement? Et où il a dit une chose qui a résonné tout de suite en nous, c'était que c'est finalement quelque chose de très très organique. C'est une lutte contre la dégradation par le temps, une sorte d'espèce de course contre la montre, les éléments, etc. Et on peut voir la conservation et la place d'un musée comme quelque chose qui va étendre très très loin dans le temps, justement de garder intact des œuvres ou le plus pristine possible, et alors qu'en fait c'est une lutte constante contre la dégradation et la perte. Et je vous interromps une seconde, Jean-Baptiste, pour qu'on comprenne aussi à l'endroit où vous allez en venir, c'est que contrairement à ce qu'on pense tous, la conservation de savoir dans le domaine du numérique et du digital est beaucoup plus faible que dans le vivant. C'est-à-dire que on pense tous, tout le monde pense qu'en enregistrant les photos de ses petits-enfants, en faisant des vidéos, on va avoir une mémoire absolument incroyable. Dites-vous, je vais peut-être dire une bêtise, mais grosso modo, que naturellement, à peu près 10% des informations numériques disparaissent de votre ordinateur sans que vous ne fassiez rien. Or, on sait aujourd'hui qu'un négatif de photographie, ça dure au moins un siècle. Une photographie sur votre ordinateur, ça va durer beaucoup moins longtemps. Et ce que j'ai appris avec messieurs les scientifiques, c'est que la mémoire de l'ADN de l'organisme vivant, elle se prolonge indéfiniment. Et même, on va y venir sur la restauration, elle se répare. Or, alors que le digital ne se répare pas. J'essaye de... Oui, on peut tout à fait dire ça comme ça. Et donc sur cette espèce justement de conservation, d'information et sur l'aspect finalement de lutte contre la dégradation qu'est la conservation, la levure. Alors le vivant avait, exactement ce que vous venez de dire, un aspect intéressant, réfléchir pour réfléchir à ça, puisqu'on parle souvent même justement sur les capacités de stockage d'informations dans des molécules qui ne seraient pas du silicone, etc. Et on pense au vivant. On ne sait pas forcément à quoi on pense quand on dit ça, mais c'est dans l'air du temps, on va dire. Et la levure avait été un point d'entrée intéressant parce que c'est finalement peut-être l'organisme le plus ancien domestiqué par l'homme. Peut-être pas le plus ancien, ça ne veut pas rien dire le plus ancien, mais enfin c'est très très ancien la domestication, et dont le but était de transformer les aliments par la fermentation, de les rendre comestibles, de les conserver aussi un petit peu. Donc il y avait un espèce de lien comme ça sémantique intéressant à ce niveau-là aussi finalement. Là, je crois que cette diapo montre des choses. J'ai un pointeur, c'est ça ? Ouais, enfin, voilà, on peut voir ici, c'est une photo de microscopie électronique. On peut voir la forme de Sérévisier sur une vieille poterie qui servait donc à faire une fermentation, qui a été retrouvée et qu'on peut voir. Parce que, alors là, dans l'Égypte ancienne, je pense, mais bon, ça date de beaucoup plus longtemps, les aliments, les plantes en particulier, étaient transformées pour être digestes. Et l'homme a domestiqué ce micro-organisme sans trop savoir assez tôt. Alors bien sûr, après, c'est de la fermentation alcoolique, ça faisait une espèce de pain, ça a servi de monnaie, voilà, avant que ça devienne de la bière, des choses comme ça. Donc on pourrait presque dire que la levure a été domestiquée avant le feu. C'est sans doute quelque chose de beaucoup plus finalement fondamental à notre relation à notre environnement. Et donc c'était intéressant. Et si j'ai bien compris aussi, c'est que ma question, pourquoi avez-vous choisi comme organisme vivant la levure plutôt que d'aller prendre des souris? C'est-à-dire que cette expérimentation, c'est qu'aussi la levure, bon, d'une part, je ne sais pas si on a une image, mais le monde vivant sur lequel tu fais son expérimentation, c'est un petit bocal, comme ça, on le verra peut-être tout à l'heure, et que si ça avait été des souris, ça aurait pris des années, alors que, oui, d'après ce que m'a expliqué Nicolas, 30
3 heures de vie de la levure, c'est 30 ans de vie. J'en viens pour essayer d'analyser que vous avez travaillé sur toutes les années de vie de Courbet. Alors, effectivement, c'est un micro-organisme. Moi, je suis microbiologiste et c'est l'intérêt de travailler avec des micro-organismes, c'est qu'on peut accumuler énormément de générations très rapidement et donc, comme ça, tester le temps du vivant et le temps générationnel aussi, dans sa capacité à conserver ou pas de l'information, à changer en fonction d'événements. Voilà, ça a servi les micro-organismes, les bactéries ou les levures servent facilement de modèle justement pour construire, pour comprendre les mécanismes un peu fondamentaux de l'évolution, la résilience du vivant par rapport au changement, etc. Donc c'était une population de levures était finalement une assez belle métaphore de la conservation d'une information à travers le temps. Et aussi un organisme relativement simple d'un point de vue de son génome, de son ADN, pour pouvoir travailler à une espèce de forme de transfert entre l'information génétique et l'information portée par un tableau, en l'occurrence, par une image. Sébastien, tu voulais intervenir ? En fait, moi, la raison pour laquelle moi je suis très heureux de cette collaboration, c'est qu'en fait, ce que moi je perçois derrière ça, c'est aussi d'essayer de rendre le numérique sensible. C'est qu'en fait, tout le monde prend le numérique, comme tu l'as dit, Fabrice, comme quelque chose de périssable et d'acté. Et en fait, rien n'est garanti. C'est-à-dire que même Internet n'est pas garanti. Tout le monde pense qu'Internet est granted à vie, mais ça l'est pas, en fait. Et donc, justement, quand on parle du vivant, en fait, on met ça aussi en évidence. C'est-à-dire que le vivant est beaucoup plus complexe et beaucoup plus fort, et ce numérique est quand même très, très sensible. Il faut aussi s'accrocher à cette idée-là, en fait, beaucoup plus sensible que ce qui a pu être gravé dans les grottes il y a quelques millénaires. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le temps avance, cette restauration, cette conservation, cette mémoire disparaît de plus en plus vite. Tout à fait. Nicolas, oui. Ouais, J'aimerais aussi que tu précises, pour qu'on continue notre réflexion et notre compréhension de votre projet. En définitive, ces levures, avec les cellules qu'elles possèdent, elles sont, entre guillemets, la métaphore de l'homme, de la population. Puisque ce qu'il faut comprendre sur de la date de naissance à la date de décès de Courbet, et avec cette représentation de la petite Courbet où on voit le monde, entre guillemets, de l'époque qui est représenté, l'idée, c'est de voir comment ces levures qui, entre guillemets, fonctionnent plus ou moins comme une population, comme la population de l'époque. Et donc, c'est les expérimentations qu'ils ont développées à travers un certain nombre de choses auxquelles on va venir qui font que ce qui se passe sur ces levures, c'est ce qui se passe sur l'individu et les individus qui sont représentés dans le tableau, l'atelier de Courbet. Je ne me trompe pas ? Tout à fait. Nicolas, tu voulais... Oui, je voulais rebondir sur cet aspect-là, que en fait, quand on prend un disque dur, une gravure sur une pierre ou un livre, en fait, tout ça, c'est de la mémoire passive. C'est-à-dire qu'on l'écrit à un moment donné et elle a un certain temps de vie avec une probabilité relativement définie autour d'une date. Et au-delà de ça, l'objet va disparaître. Le vivant, il fait complètement différemment. Lui, il consomme sans arrêt de l'énergie. Et il consomme, et cette énergie, elle est nécessaire justement au maintien de cette information. Voilà. Et en fait, c'est aussi le fait que le vivant peut faire de la croissance. D'accord ? Je vous ai mis un petit film d'ailleurs pour que vous rendiez compte donc, de ce que c'est que des levures. Alors, le film est pas de nous, on est désolé. Donc vous avez ici deux levures. Hop, voilà, pardon. Check. Voilà, et donc vous voyez, elles sont des. En anglais, on appelle cette levure la budding yeast. Budding parce qu'elle fait des petits bourgeons. Et donc une levure, une mère donne 2 filles. D'ailleurs, c'est assez. Quand on n'est pas habitué, c'est assez rigolo. Parce que nous, on est habitués à voir la génération de dessus qui est toujours là quand nous, on est encore présents sur Terre.
Chez tous ces micro-organismes, ça n'existe pas. C'est-à-dire que la mère fait 2 filles et la mère disparaît. La mère n'existe plus. D'accord ? Enfin, du moins, elle existe un peu dans ces 2 filles. Donc, c'est la particularité de ces objets. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que on les a cultivés. On les a cultivés au Muséum d'Histoire Naturelle, dans le laboratoire de Jean-Baptiste. Peut-être que Jean-Baptiste, tu veux présenter ton bioréacteur ? Voilà. Il est beau. Il est beau, non? Non, c'est oui, c'est simplement pour représenter l'objet. Un bioréacteur, ça peut prendre de multiples formes, mais c'est vrai qu'on fait avec Nicolas maintenant depuis plusieurs années des expérimentations autour de cet objet-là, qui est, je pense qu'il y a pas, oui, c'est ça. Vous voyez un petit bocal ici où on met à peu près un demi-litre de culture de levure, c'est-à-dire on leur donne de l'eau, du sucre, des acides aminés, etc. Et c'est en fait très peu d'intrants énergétiquement. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut mener comme ça une expérimentation avec 1 milliard de cellules à peu près. 1 milliard de cellules qu'on peut considérer comme effectivement 1 milliard d'individus qui ont des relations dire coopératives ou de compétition parfois entre elles. Et on reproduit comme ça le jeu de la vie et le jeu générationnel avec ce que Darwin nous a appris, hein, le temps de génération du vivant et de la façon de discrétiser le temps comme ça biologique en génération. Alors, est-ce que vous pouvez justement expliquer ce point et ce terme important de discrétisation? Mais si j'ai bien compris, ce que cette équipe un peu expérimentale a essayé de faire, c'est que vous imaginez, je reviens sur ma période 1819-1877, avec ces 5 grandes périodes temporelles, la Seconde Restauration, la monarchie de Juillet, la Seconde République, le Second Empire et la Troisième République. Eh bien, au milieu de tout ça, il y a la révolution industrielle. Donc pendant la révolution industrielle, il y a de la pollution et il y a moins d'oxygène. Pendant ce moment-là, il y a des guerres, donc on peut être affamé. On peut aussi avoir des périodes d'abondance. On a un dictateur qui s'appelle Napoléon et qui, ils vont y venir. Leur thèse, c'est qu'un dictateur, eh bien, il fait perdre la mémoire, il fait disparaître la mémoire, et on va revenir à cette question de la mémoire. Et aussi la température, comme on parle aujourd'hui de crise climatique, eh bien la température, elle évolue. Donc à partir de ces éléments-là, ils ont mis à différents types de périodes moins d'oxygène dans le bouillon de culture, plus ou moins de nourriture à d'autres périodes, une drogue qui s'appelle le MNIS, qui fait une mutation de l'ADN et qui entraîne une perte de mémoire. Je dois dire, je n'ai pas essayé cette drogue, personnellement. Je l'ai caché. Et qui entraîne une perte de mémoire, et ils ont fait aussi varier la température. Tout cela fait que, avec en même temps un élément aléatoire, c'est-à-dire qui est celui de la vie, c'est-à-dire d'enlever de la vie de manière aléatoire, parce que des gens meurent parce qu'ils sont malades, mais des gens meurent aussi parce qu'ils ont un accident de la route, et que donc on ne peut pas prévoir exactement le nombre de morts. Et donc ils ont aussi dans cette population fait disparaître de manière un peu aléatoire des gens, et avec toutes ces évolutions temporelles. Est-ce que je résume bien ce que vous avez fait? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est exactement ça. On a construit une histoire, on a structuré en temps cette expérience en faisant des périodes, donc comme vous l'avez dit, qui correspondent un petit peu à la timeline, l'échelle chronologique du 19e siècle, centrée sur la vie de Courbet, sa naissance et sa mort. Et donc ces périodes correspondent à, alors là on va jusqu'à 1835, ici voilà 1800, un peu après 1848. Alors on n'était pas forcément hyper raccord, on a choisi des événements qui n'étaient pas, voilà, ça c'est, il y a une part d'arbitraire là-dedans. C'est une lecture du 19e siècle avec effectivement, alors ce que je peux vous montrer quand même sur la précédente pour que vous compreniez, c'est qu'il y a un certain nombre de sondes là, de ces tubes qui rentrent dans le bioréacteur, lisent un certain nombre de paramètres. Ici, l'oxygène,
ici la densité de la population, ici le pH, le redox, peu importe. Voilà, un certain nombre de paramètres comme ça, où on lit un peu la physiologie du bioréacteur. Ça, c'est un des aspects. Et ici, c'est ce qu'on voit. Alors, je ne vais pas décrire toutes les courbes, peu importe, mais vous voyez un petit peu les 4 pas de temps qui correspondent aux 5 points caractéristiques de cette période. On peut voir ici, par exemple, la courbe verte, c'est la densité de population. Et là, on arrive vers 1870. Et ici, par exemple, on a apporté la contrainte de la guerre, enfin de la fin de la monarchie, où vous voyez une chute de population, parce qu'on avait traité cette population par quelque chose d'excessivement mutagène. Et donc, là, ce qui servait une métaphore d'une contrainte qui est apportée à la population, où il y a vraiment une sélection du coup sur voilà, une forme de société avec des gens qui s'en sortent et d'autres qui s'en sortent moins bien, et des périodes un peu plus fastes, qui sont voilà, des métaphores qui valent ce qu'elles valent, mais qui font penser quand même que dans les régimes politiques, il y a toujours des conséquences quand même très très réelles sur des populations qui ne sont pas forcément celles du discours général, mais qui sont quand même réelles. Donc c'est ça qu'on a essayé d'illustrer ça. Là, vous voyez ici qu'il y a beaucoup plus... alors, ce petit carré, en fait, si on zoome ici, c'était pour matérialiser, par exemple, la révolution industrielle. Pareil, c'est un choix un peu arbitraire, mais on s'est dit, tiens, la révolution industrielle, si on va à l'usine, le jour et la nuit deviennent beaucoup plus calés. Il y a l'usine qui vient et qui rythme des vies et qui donne un cadre temporel différent de ce qu'était l'époque précédente. Et donc, ça a des conséquences aussi sur l'énergie, et c'est la façon dont est consommée l'énergie dans la population, d'être rythmée, d'avoir un nouveau rythme comme ça, qui vient pour des raisons politiques. Alors, voilà un petit peu la métaphore physiologique de ces expériences. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses là-dessus. L'autre question qui se pose tout de suite, parce qu'on a un timing à respecter, c'est cette expérimentation donc, sur la durée de vie de Courbet, avec les personnages qui sont représentés dans ce tableau, l'atelier de Courbet. Comment vous avez réussi à modéliser, à représenter également les effets que vous avez analysés scientifiquement sur ce tableau? Ok, alors je vais vous le faire. Je crois qu'on n'a que 5 minutes. C'est marrant, c'est comme les conférences scientifiques. Souvent, le conférencier délivre en 5 minutes toute la conférence. Donc attention, accrochez-vous. Donc ça, ici, c'est juste pour rappeler grosso modo ce que c'est qu'un génome, les tailles de génome. Donc ici, on a les virus. Donc vous voyez, ça, c'est les tailles de génome. Le grand M, ça veut dire méga. Le BP, ça veut dire base pair. D'accord. Donc vous devez savoir que le génome, il y a une double hélice. Donc A va avec T, C va avec G. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça des paires de bases. Et donc, vous voyez que typiquement, les virus, ils vont jusqu'à une centaine de kilos de base. Ensuite, on a tous les prokaryotes. Donc, les prokaryotes sont les bactéries. Donc, les prokaryotes sont des cellules qui n'ont pas de noyau. Et après, on a les eucaryotes. Les eucaryotes, donc il y a nous, il y a les arbres, les plantes. Et il y a aussi Saccharomyces cerevisiae qui est ici, d'accord. Et ça, c'est en ordonnée, vous avez le nombre de gènes. Donc le nombre de gènes, c'est un gène, c'est une petite partie de l'ADN qui va vraiment coder pour une protéine. D'accord. Une protéine, c'est il faut voir ça, il y a des protéines structurelles. Donc il faut imaginer les briques qu'il y a dans cette salle, mais après il n'y a pas que ça, il y a toutes les enzymes qui sont nécessaires à toutes les réactions biologiques. Donc les enzymes, c'est typiquement c'est vous qui allez faire une action, vous avez une fonction dans la société. D'accord. Donc, et donc tout ça pour vous dire qu'on est quand même avec 12 millions de paires de bases, ce qui est conséquent. D'accord. Et à un moment donné, nous, on a besoin de réduire l'information. Comment on réduit l'information? Donc, donc là, vous avez ici le génome. Et d'ailleurs, il y a un parallèle intéressant, c'est que quand même ce génome, donc c'est du vivant. Donc on a envie de dire qu'on est dans le monde analogique, le monde continu, d'accord. Eh ben, le génome, lui, il n'est pas vraiment continu, il est digital, c'est-à-dire discret. Et il est codé exactement comme le digital. Il n'est pas codé sur 2 bits comme tout le monde numérique actuel qui nous entoure. Il est codé sur 4 bits. Les 4 bits, c'est ATCG.
D'accord ? Et donc, pour réduire la dimension de cet espace, on a tracé la distribution des camères. Alors, on m'a demandé de ne pas parler de camères, mais vous ne pouvez pas comprendre vous pouvez pas comprendre le projet sans comprendre ce que c'est qu'un camère. Un camère, c'est relativement simple. Vous prenez cette séquence-là et vous décidez de faire des paquets de 8. D'accord ? Et quand vous lisez AA, TAAA, GAA, d'accord ? Ici, c'est la position du nombre de fois que vous avez lu ça sur la séquence. Et ben, dès que vous rencontrez ça, vous rajoutez un +1 et vous construisez cette distribution. D'accord ? Le suivant, celui qui est à côté, par exemple, vous aurez un CATAAGAA. D'accord ? C'est clair. Voilà. Et vous faites ça. Et vous faites ça, vous lisez tout le génome et vous reconstituez la distribution. On me coupe le micro d'ailleurs. Ouais, et donc vous reconstituez la distribution. Là, le micro est... Ah oui, il marche, il est bien. Non, c'était juste pour dire, parce qu'on a raté, on a oublié de dire quelque chose, c'est que sur ces 5 pas de temps, on a ensuite pris la population et on a séquencé leur génome pour regarder quels avaient été l'effet de l'histoire qu'on avait racontée sur le génome. Fin de la parenthèse. Tout à fait. Les données biologiques qui ont été utilisées sont des données de séquençage. N'oublions pas ma question, c'est comment, à partir de cela, on arrive à le modéliser. Donc on a cette distribution. D'accord ? Et donc, avec cette distribution, on peut regarder, donc on a 5 époques, d'accord ? On séquence à la fin de chaque époque, et donc on peut regarder les évolutions du séquençage. Donc ça, c'est ce que vous avez, je suis désolé pour la qualité de cette courbe qui est un peu moche, mais le bleu, c'est qui est derrière, on ne le voit pas, il n'y a pas beaucoup de changements, c'est la première période qui est plutôt plate dans notre bioréacteur. Et après, on a 2 périodes qui sont avec énormément de changements, qui sont cette période orange et cette période verte. Et donc là, vous voyez qu'il y a des changements importants de la distribution des camères. Donc il y a une réelle évolution de nos levures dans le bioréacteur. Et donc après, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et ben, avec ça, ça nous donne des données. D'accord ? Et avec ces données, et ben, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manipuler l'image. Comment on manipule l'image ? Bon, là, il y a des petits détails que je vous explique ou pas, je ne sais pas. Si, vas-y. En gros, le procédé, c'est déformation élastique. D'accord ? Déformation élastique, il faut imaginer qu'il y a une grille derrière cette image. D'accord ? Cette grille, eh ben, vous pouvez lui appliquer des fonctions mathématiques pour déformer la grille. D'accord ? Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on mappe l'image de départ sur la grille déformée. D'accord ? Et c'est ce qui vous donne ces images. Et donc, par exemple, là, ici, vous voyez, il y a un miroir de Courbet avec lui-même, d'accord ? Et qu'on retrouve aussi ici, là. D'accord ? Et en fait, après, tout le truc est qu'on comprenne, c'est concrètement, il y a des personnages qui sont transformés, qui disparaissent, il y a des objets qui sont transformés en fonction ou pas. Alors ça, on m'a interdit de faire ça. Ah. Ça n'est pas exactement le mot interdit. Non. On peut dire qu'il y a une grande discussion entre vous sur ce sujet. Voilà, mais alors, quel est l'impact de cette expérimentation sur le tableau et les personnages et les objets du tableau ? Alors, donc nous, effectivement, venant du monde de la science, et quand on fait une lecture d'un génome, effectivement, les éléments qui nous intéressent sont les gènes. Et donc, on avait une manière discrète de vouloir décomposer cette toile. Donc j'ai travaillé, je pense, à peu près 3 mois à détourer tous les personnages, d'accord, et à manipuler tous ces personnages. Après, c'est là où c'est pas juste un projet scientifique, c'est une discussion avec un artiste, et à un moment donné, il faut toucher le sensible. Et Sébastien m'a fait comprendre, et j'étais finalement très d'accord avec lui, que le résultat était un peu froid, c'était trop... ça n'allait pas. Et donc Sébastien... Donc Sébastien, vous voulez que la vie s'empare du tableau et que ce ne soit pas borné à certains personnages,
mais que tout le tableau vive comme une entité unique. En continu. Voilà, exactement, en continu. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ces déformations. Alors après, on a eu le processus pour générer ces déformations dépend des périodes du film. On a utilisé beaucoup de choses. Donc les choses les plus simples, par exemple, vous verrez à un moment donné, il y a une forme très géométrique. Donc ça, c'est en gros, c'est une gaussienne avec des sinus, d'accord. Et bon, ouais, voilà. Mais par contre, tous les paramètres de ces fonctions mathématiques sont pris des courbes expérimentales, d'accord. C'est-à-dire que si vous multipliez toutes ces données par 0, le film reste l'image du tableau pas modifiée. Et là où il y a eu une vraie interaction entre les scientifiques, donc nous, et l'artiste Sébastien, c'est que donc moi j'étais un petit peu quand j'ai commencé à faire ça, nous on a toujours des ordres de grandeur. Alors moi je mettais des paramètres qui me semblaient corrects. Je voulais pas trop modifier le tableau. En plus j'étais devant cette toile, j'étais un peu timide. Et là Sébastien est arrivé. Et là où je mettais 100, lui il a mis 100 milliards. Et du coup on a commencé à avoir vraiment quelque chose d'original. Voilà. Alors, je voudrais venir à un point important sur lequel on n'a pas abordé pour le moment donné. C'est que d'après ce que vous m'avez expliqué, sur cette période donnée, en dépit des guerres, de la révolution industrielle, on voit en fait la société qui est très affectée par un moment donné, par le manque de nourriture, par les guerres, par l'attitude d'un dictateur. Et en fait, quand on arrive à la mort de Courbet, quand on prend naissance de Courbet, mort de Courbet, on se rend compte que la société est revenue au point zéro. C'est-à-dire, en gros, qu'elle s'est réparée. C'est-à-dire que l'organisme vivant, contrairement à ce qu'on peut penser, la cellule se répare. Et évidemment, dans ma tête de critique d'art, j'ai pensé à la question, et là j'aimerais que, puisqu'on a la chance d'avoir le président du musée d'Orsay avec nous, qu'on aborde la question de la réparation des œuvres d'art, c'est-à-dire, on pourrait appeler la restauration. C'est-à-dire que il y a eu plusieurs débats dans le monde entier sur la manière dont on restaurait une œuvre d'art. Et alors j'aurais deux questions à poser à Christophe Leribaud. D'une part, est-ce que sur un tableau, il y a des organismes vivants, des champignons, des organismes vivants? Et deuxième chose, est-ce que quand on restaure un tableau, somme toute, on le répare? C'est-à-dire que on découvre quelque chose qu'on ne pouvait pas voir avant, on le rend plus proche de l'original parce que pendant 20 ans, il a eu de la poussière, il était malmené. Voilà ma double question. Organisme vivant, est-ce qu'une restauration répare? J'avais peur d'une question de scientifique, mais finalement d'un historien de l'art, c'est encore pire. En tout cas, maintenant, je crois que vous comprenez pourquoi on dit dans les musées de ne pas toucher. Vous comprenez que les œuvres sont des bouillons de culture. Hein. Alors, en tout cas, pour ce qui est de l'atelier de Courbet, tout ça s'est fait sur des images codées, numérisées, etc. On n'a pas attaqué l'œuvre elle-même. Je dois avouer que les œuvres ne sont pas auto-nettoyantes. Hein. Donc, c'est effectivement, la restauration est assez complexe. Elle a duré de quand à quand, d'ailleurs, pour Courbet Ce tableau-là, ça a duré plusieurs années. J'étais pas encore, d'ailleurs, en poste. J'étais au comité scientifique, effectivement. Il y a des œuvres qu'on peut régénérer, c'est-à-dire qu'il y a des dégradations des matériaux. Parfois, on peut les régénérer, c'est-à-dire que parfois, on voit des tableaux qui deviennent tout blancs, etc. Et finalement, c'est pas bien grave. C'est le vernis qui s'est un peu décomposé, et puis en remettant un peu d'alcool, etc., finalement, ça se recrée avec les matériaux eux-mêmes. Malheureusement, il y a beaucoup de matériaux qui se dégradent véritablement, on perd des composants, et ça, on ne peut pas revenir en arrière. Donc il y a des choses qu'on peut restaurer assez facilement. Alors je ne parle pas
voilà, si un tableau a perdu des cloques de peinture, etc., bon, ben, on peut pas, enfin, on le remplace en repeignant à la place, quoi. Mais il y a dans les matériaux eux-mêmes, il y a des choses qui se dégradent, mais on peut revenir sur la composition, et d'autres cas, comme par exemple ce qu'on appelle les bitumes sur ces peintures, souvent de cette époque-là, ça devient très noir. C'est la composition chimique qui est définitivement gâtée, ça s'est transformé en autre chose, et ça sert à rien de gratter le noir. En dessous, il n'y a pas de la peinture plus claire. En dessous, on gratte trop, puis on tombe sur de la toile, et c'est trop tard. Donc effectivement, il y a à la fois des dégradations qui sont des usures, etc. Puis il y a des transformations véritablement de la matière sur laquelle on peut revenir ou non, selon le type de dégradation. Alors dans les musées, on essaie. En fait, le mieux, c'est de moins toucher aux choses. Parce que beaucoup de restauration, en fait, on ne sait pas jusqu'où on va. On repeint, on dit on repeint. Non, on repeint plus. Non, mais on repeint plus. Mais à une époque, au lieu de restaurer, on repeignait. Et donc, en gros, on contaminait le tableau. Alors, c'est ce qui nous sauve, parce que souvent, quand on restaure, on enlève surtout les restaurations du passé. Parce que les restaurateurs, quand il y avait un ongle qui manque, enfin, la surface d'un mi-ongle qui manquait, repeignaient tout autour sur 10 cm². Donc, et évidemment, tout ce qu'on a repeint, les couleurs ont évolué différemment que de la peinture d'origine. Donc au début, c'est très bien, c'est très miraculeux. Et puis 40 ans, 50 ans après, les pigments du restaurateur ont changé par rapport aux pigments de la toile autour. Donc finalement, en enlevant tous les repeints, déjà, on retrouve pas mal de peintures d'origine autour. Mais c'est toujours une opération délicate. Il y a des techniques, par exemple, on ne restaure pas véritablement un dessin. On peut remettre à plat une feuille de papier qui est chiffonnée, on peut compléter s'il y a une lacune, si c'est déchiré, on peut s'arranger pour que voilà, qu'on ne voit plus la déchirure, mais on ne peut pas revenir sur une dégradation du papier liée à la lumière, à une dégradation d'un pigment rouge qui est devenu marron, etc. Alors qu'il y a d'autres phénomènes en restauration où là on peut aller un peu plus loin. Mais donc surtout faites attention à vos œuvres, confiez-les à des musées. Et une autre question, est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui sur l'atelier de Courbet ou sur d'autres œuvres qui sont restaurées aujourd'hui à travers les rayons X, un certain nombre de techniques et de sciences aujourd'hui qu'hier? Est-ce qu'on apprend des choses sur le tableau, la manière dont il a été peint, des figures qui ont été effacées par l'artiste à l'époque? Est-ce qu'on n'en sait pas davantage aujourd'hui sur les tableaux du passé par leur restauration? Alors, bien sûr, hein, la technologie a permis énormément de découvertes, déjà d'améliorer aussi toutes nos méthodes. Il y a toutes les questions, bon, d'abord ça c'est un peu ancien maintenant, c'est un siècle, tout ce qui est radiographie, etc., qui permet de voir des dessins sous-jacents, des figures effectivement disparues, la réflectographie, enfin il y a plein de systèmes différents, l'analyse des pigments pour vraiment comprendre la composition de chaque élément et donc pouvoir apporter des remèdes ou non vraiment adaptés. Ça c'est tout l'apport de la science. Mais ce soir, ce qui nous fascine, c'est la façon dont les scientifiques, au-delà, peuvent jouer avec un artiste pour aboutir à ce résultat qui est assez étonnant, fascinant, qui va au-delà de ce qu'on fait au laboratoire de recherche des musées de France, justement, où on analyse de manière plus sage les choses. Mais finalement, c'est bien quand même de temps en temps de laisser un peu plus libre cours aux spéculations scientifiques. C'est assez jouissif parce que sinon, les scientifiques des labos de musées voilà, sont très contraints par toutes les questions des conservateurs, etc. Voilà. Mais moi, je suis assez fasciné par tout ce que les conversations assez hermétiques par ailleurs que vous avez pu avoir pendant toute cette année pour trouver quelque chose d'innovant. C'est d'ailleurs une discussion que j'avais eue notamment avec Nicolas et Sébastien, c'est qu'en fait il y a plusieurs approches dans la relation entre l'art et la science.
C'est-à-dire que la majorité des fois, c'est un artiste va contempler avec des outils scientifiques et remontrer la beauté de la nature. Voilà, donc il va utiliser la science dans ce sens. Mais les véritables collaborations entre artistes et scientifiques, somme toute, elles sont très rares parce qu'elles sont déjà pas dans notre culture, surtout la culture française comparée à d'autres cultures. C'est vrai que quand on est étudiant aux États-Unis, on passe d'un secteur à un autre beaucoup plus allègrement et que donc il y a des séparations de monde. Alors comme il nous reste très peu de temps, je vous propose de poser des questions ou si vous souhaitez réagir aux deux œuvres de Sébastien que vous avez vues. Et voilà, la parole est à vous et n'hésitez pas à leur poser des questions. Mademoiselle. Bonsoir, merci beaucoup, c'était super intéressant et votre projet est formidable, très très beau projet, j'ai adoré. Je voulais savoir si vos travaux étaient disponibles sur une plateforme comme Archive ou autre, si vous pensez publier ou pas, parce que je trouve que... Enfin, personnellement, j'aimerais beaucoup lire ce que vous avez fait plus en détail. Voilà, c'était ma question. Donc là, c'est plutôt sur la publication scientifique. Oui, ou même des travaux, même artistiques. D'ailleurs, je trouve que la blockchain et le Web3, c'est assez fabuleux, c'est-à-dire que ça permet aussi de montrer des œuvres et des expérimentations qui peut-être un jour débouleront et inciteront quelques publications scientifiques qui en découleraient. Ça, c'est quelque chose qui est assez fabuleux. Moi, j'adore, en fait. Et là, il n'y en a que deux, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, chaque scientifique est aussi un artiste. C'est-à-dire que j'étais avec 4 artistes avec moi, en fait. Et 4 artistes qui avaient 4 avis différents. Donc, je ne sais pas si vous voyez le genre de discussion qu'on a eu ce soir. Donc, 4 artistes spécialistes chacun dans leur domaine, qui ont des avis différents, chacun sur leur point. Et du coup, c'était assez fabuleux d'être au milieu de ça. Donc moi, j'avais un peu le rôle facile du médiateur ou de celui qui ensuite... c'est un peu comme un enfant en fait, qui vient d'avoir un jouet avec plein de boutons et on leur dit, ça y est, le synthétiseur est prêt, montre-nous ce que tu vas en faire. Et ça, c'était juste assez fabuleux. Et je peux juste donner une petite anecdote aussi là-dessus, c'est que donc, il y a eu un week-end de travail assidu. Et en fait, Manuel Thierry, qui n'était pas là, en fait, à un moment donné, il avait commencé le week-end en étant face à nous. C'est-à-dire qu'il avait déjà un protocole très établi de ce qu'allait être ce week-end. Il m'a demandé si j'avais une bonne imprimante. Il a commencé à imprimer tout le film, qui n'existait pas encore. Hein, mais il avait imprimé déjà tout le storyboard du film. Et le lendemain, en fait, il a dit non, mais en fait, les gars, je vais me mettre à côté de vous et on va créer ensemble ce film. Et en fait, c'est ça, cette collaboration aussi, c'est que moi, je marche... alors, j'ai eu un processus scolaire très mauvais. Et donc j'ai beaucoup moins de protocoles biologiques, mais par contre j'ai cette petite intuition, et en fait ce qui a beaucoup fonctionné, c'est qu'en fait je tentais des choses et ce qui leur permettait de réagir scientifiquement et moi de retenter derrière, et c'est ça en fait le processus de la collaboration qui a été assez fabuleux sur le film du Courbet. Oui, et puis c'est une collaboration à 4. C'est-à-dire que j'ai mis du temps à le comprendre, mais chacun d'entre vous, en tant que scientifique, vous possédiez un savoir nécessaire à la réalisation de cette œuvre. C'est-à-dire que, effectivement, Nicolas me l'a dit, il a passé des mois de travail sur cette pièce, vous aussi Jean-Baptiste, et avec des modes de raisonnement, de pensée, de savoir extrêmement différents pour chacun d'entre vous. C'est ça qui est... on devrait en permanence inciter à l'expérimentation, même si on n'est jamais sûr du résultat. Mais au moins, on fait avancer quelque chose. Tout à fait. Et pour répondre à votre question, donc, bon, nous, on est plutôt habitués à publier des articles scientifiques. Après, il y a une revue Art et Sciences, qui est une bonne revue, qui s'appelle Leonardo, qui est édité par le MIT. Donc, et clairement, on réfléchit depuis quelques années déjà à publier quelque chose là-dedans. Donc, peut-être qu'on va le faire, mais alors après, on est débordé par un nombre de tâches colossales. C'est ma faute. Donc, pas que la tienne, beaucoup d'autres tâches. Donc, voilà. Mais on est d'accord, il faudrait... ça a un intérêt de raconter cette histoire de notre point de vue. Une autre question ? Oui, bonsoir. Très intéressant comme présentation, on a enfin pu comprendre le résultat. Je suis également artiste génératif et je voulais savoir à quel niveau de degré
déterminisme de la culture. En fait, est-ce que la culture des levures était reproductible avec les mêmes paramètres? Si à chaque nouvelle culture, avec les mêmes paramètres, vous aboutissez à la même distribution de camères et à la même image au final, en fait. Bon, la réponse est non. C'est une œuvre qui est vraiment unique. En fait, il y a, ce qui est reproductible, c'est la séquence des événements temporels dans le bioréacteur, parce que ça, c'est nous qui l'imposons, donc on peut la réimposer une seconde fois. Ce qui est reproductible, entre guillemets, c'est la souche de laboratoire qu'on met au début dans le bioréacteur. Mais après, prédire quelle va être l'évolution, vu qu'on ne met pas de goulot d'étranglement très bien identifié où on va faire apparaître un certain type de mutant, et du coup, il n'y a pas de réponse unique, en fait. À chaque nouvelle culture, vous Donc, aurez un si résultat jamais on différent. devait refaire ça, et qu'on devait rien toucher à tous les bouts de code qui ont servi à faire le film, et qu'on change juste le jeu de données, le film ne sera pas pareil. Avec le même jeu de données, vous aurez le même film? Avec le même jeu de données, on a le même film, oui. Oui. Non, mais avec les mêmes paramètres de bouillon si de culture. jamais on prend les mêmes paramètres, Sur le même bouillon de culture. sur le même bouillon de culture, et donc du coup on a des nouvelles données qui vont correspondre à une nouvelle population, le film sera différent. Ok, merci. Petite question. Bonjour, merci, je suis là. Hop, voilà, on s'en fout. Merci beaucoup, très intéressant. La petite image que vous avez donnée des 4 artistes comme ça, ça me fait penser, vous étiez un peu les dieux de l'Olympe qui règnent sur une population d'humains un peu à la dérive ou pas. Bref, très intéressant. Est-ce que vous avez pensé en termes de présentation de l'œuvre au public? C'est très intéressant la conférence de ce soir. J'ai vu l'œuvre que j'ai trouvée très intéressante aussi, mais je trouve qu'il y a une richesse énorme qui est présentée ce soir, qui est moins présente sur le site. Alors il se trouve qu'on est dans un musée, il y a beaucoup de choses et tout ça, donc les places sont limitées, la bande passante des gens est limitée, mais est-ce que vous avez pensé à des options un peu plus fournies en termes de donner accès à toute cette richesse sur lesquelles vous avez travaillé au public? Virginie, peut-être. Justement, c'est pour ça qu'on a aussi programmé cette conférence aujourd'hui. C'est le travail qui a été expliqué ce soir. Il est effectivement très complexe, très précis. Il faut vraiment savoir l'expliquer pour qu'il puisse être abordable en fait au grand public. Nous, on a un public très varié ici au musée d'Orsay, donc c'est très complexe de le résumer en très peu de phrases sur les 6 messes du musée. C'est pour ça que ça nous a paru être indispensable de programmer dans ce mois que nous passons avec Agoria ce temps de conférence pour pouvoir échanger, pour pouvoir expliquer et éclairer. Et c'est aussi pour ça que la conférence est captée ce soir pour pouvoir y revenir. C'est essentiel pour bien comprendre l'œuvre. Et pour vous dire, moi j'ai passé 2 heures de discussion avec eux, j'ai continué à lire, et quand même, mon métier principal, c'est la vulgarisation dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de faire passer des idées complexes artistiques de toute l'histoire de l'art, y compris l'architecture ou le design. Et ce qui n'est pas évident d'expliquer la pensée d'un artiste, c'est toujours très très difficile, parce que c'est souvent la caricature de ce qu'on dit. Ah mais c'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi, c'est difficile à expliquer. Eh bien, effectivement, comme le dit Virginie, ça serait très difficile pour moi de l'expliquer en 8 lignes. C'est ça la question. C'est que, et je pense, en tant qu'acteur culturel, je préfère les musées qui font une expérimentation de ce type, où effectivement peut-être beaucoup vont passer à côté, mais qui la font, plutôt que des musées qui vont dire alors faisons des choses uniquement grand public et du coup on nivelle vers le bas. Je pense que l'art par excellence, c'est quelque chose qui au contraire entraîne les gens vers l'excellence, et que ça demande du temps, et que effectivement on est tellement habitué dans notre société de médiatisation je suis toujours frappé, on dit voilà, non mais Picasso je connais. Non, déjà Picasso vous ne connaissez pas. Qu'il faut réapprendre à regarder qu'une œuvre c'est pas une image, que ça demande du temps, y compris sur les artistes aujourd'hui qui sont plus connus dans le monde entier par tout le monde. On a beaucoup à apprendre. Alors après, quand on parle d'un artiste contemporain,
c'est encore beaucoup plus complexe. Et effectivement, il y a des choses qui ne s'expliquent pas en 5 lignes. Mais vous avez raison de pointer le doigt, parce que si je n'avais pas eu ces discussions, moi aussi, j'aurais trouvé ça intéressant, mais j'aurais été déçu. Il fallait que je travaille. Mais moi, ma position, elle est que le regardeur, le visiteur d'un musée, c'est quelqu'un qui doit travailler. Il est acteur aussi. Et le musée ne peut pas tout lui donner et surtout pas le rendre passif. Il faut que le visiteur devienne acteur. Et je dois dire qu'on a eu beaucoup de chance dans ce musée. Beaucoup de chance. Parce que Virginie Donzo et Christophe Leribaud, c'était une carte blanche incroyable. Ils nous ont fait confiance. Alors que nous, on transpirait comme avec Nicolas et Jean-Baptiste les 2 dernières semaines pour savoir jusqu'où on allait pouvoir aller avec ce film. Ils nous ont fait une confiance absolue. Et c'est quand même un petit miracle. Enfin, on était assez émus quand même d'arriver jusqu'au bout dans les temps. Une dernière question ou intervention, madame ? Merci. Oui, donc cette expérience d'association du monde scientifique avec le monde de l'art, c'est tout à fait passionnant. Mais j'ai une question qui est pour les scientifiques. Est-ce que la création de ces 2 œuvres vous a permis de tirer des conclusions qui font progresser la science ? Très bonne question. Alors, j'aurais dû la voir. Bon, il se trouve que c'est pas notre première collaboration artistique et on a déjà eu la question. C'est une question qui est à laquelle c'est pas facile de répondre à votre question. En fait, en gros, si jamais je dois répondre de manière brute de force à votre question, c'est non. Parce que ça n'a pas été conçu comme une expérience scientifique. Si vous voulez que quelque chose apporte à la science, il faut mettre en place un protocole qui va pouvoir vraiment répondre à une vraie question scientifique. Et donc ça, c'est tout notre métier, c'est pas quelque chose qu'on a présenté aujourd'hui. Mais là, si ça ne sert pas à la science, ça sert aux scientifiques. Et si ça sert aux scientifiques, indirectement, ça resserre après à la science. En fait, nous, ces expériences-là, ça nous permet de sortir un peu du cadre normé de qu'est-ce que c'est que poser une question et quelque part une part importante de la recherche, c'est aussi l'aspect créatif. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir être capable d'imaginer pour aller aux frontières de la science, aux frontières de la connaissance, mettre une nouvelle branche sur l'arbre de la connaissance. Oui. Donc en ça, ces expériences-là, elles sont complètement nourricières de tout un travail de pensée qui, moi, je pense, est fondamental pour l'activité du chercheur. Mais après, clairement, pour la science, non. Elles vous ouvrent d'autres horizons, mais elles ne font pas progresser la science. Alors, madame, une toute dernière question, parce qu'on doit vraiment finir à 20h30, impérativement. Il fallait que je rebondisse là-dessus. Je suis moi-même artiste arts et sciences. Et en fait, je plaide pour la production de connaissances par les artistes. Et il y a des protocoles et des méthodologies et des artistes qui travaillent là-dessus, particulièrement avec ce qu'on appelle practice-based research in the arts, où en fait l'artiste utilise son propre processus de recherche comme un terrain de recherche et peut y associer des scientifiques de sciences dures ou pas, et en produire des connaissances. Et il y a des artistes qui fonctionnent comme ça. Et ça pose la question de la multidisciplinarité et de produire de la connaissance hors des silos. Donc on ne peut pas parler de art et sciences sans parler de la question de casser les silos. Voilà. Vous avez vraiment raison. Je voulais vraiment remercier Virginie de cette exposition, de votre accueil, Jean-Baptiste, Nicolas et évidemment Sébastien qui est à l'origine de tout, et puis aussi un grand merci au président du musée d'Orsay, Christophe Leribaud, qui a fait un lien, comme on le disait, entre la création, la créativité de cette période du musée d'Orsay, comment les impressionnistes notamment ont été des chercheurs aussi, et puis je pense que va falloir suivre Christophe Leribaud, puisqu'il va dans un autre lieu d'expérimentation prendre la présidence d'un autre lieu d'expérimentation qui a mélangé scientifiques, architectes, artistes,
multidisciplinaire, comme vous le disiez, madame, qui est le château de Versailles. Et merci, Christophe, de votre invitation et de cette conférence et de cette exposition. Et merci à vous tous d'être venus aussi nombreux. Merci.